Ma fille a hérité de 6 millions d'euros et de la maison où j'avais vécu pendant 30 ans. Et puis elle m'a jeté dehors en hurlant: Va vivre dans ta bauge vieille misérable. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la cabane en ruine où elle m'exilait cachait un secret qui la laisserait bientôt suppliante à ma porte. Je me souviens de l'étude du notaire comme si c'était hier, l'odeur de la cire d'abeille et du vieux papier, le silence lourd qui m'oppressait. Je m'appelle Martine et j'ai 56 ans. Pendant 3 décennies, j'ai cru comprendre ma vie, ma famille, ma fille. J'ai cru que l'amour était une forteresse, que les sacrifices que j'avais faits en tant qu'épouse et mère avaient bâti quelque chose d'incassable. Mais ce matin d'avril, assise sur un fauteuil en cuir usé qui grinçait à chaque mouvement nerveux de mon corps, j'ai appris que tout ce que je croyais était un mensonge. Ma fille Chloé était assise à côté de moi, image d'un calme impatient dans un tailleur noir strict que je ne lui avais jamais vu. Son dos était droit comme un piquet, ses mains parfaitement immobiles sur ses genoux. Elle ne portait pas le deuil. Elle attendait. Maître Dubois, notre notaire de famille depuis des années, s'est éclairci la gorge, ses lunettes glissant sur son nez. Je vais maintenant procéder à la lecture des dernières volontés de Pierre Martin. Il l'a annoncé et la finalité dans sa voix a fait marteler mon cœur contre mes côtes. Je pensais savoir ce qui allait arriver. Pierre et moi avions construit nos vies brique par brique, rêve par rêve. Je supposais que nos biens seraient partagés. Ou peut-être que je serais la principale bénéficiaire. Après tout, Chloé était déjà une avocate à succès avec sa propre vie. Ce qui s'est passé ensuite a fait voler mon monde en éclats. À ma chère épouse Martine, a lu Maître Dubois, et je me suis penchée en avant, un petit souffle d'espoir coincé dans ma gorge. Je lègue la cabane sur le chemin de la Pinède, ainsi que tout son contenu. La confusion a obscurci mon esprit. La cabane, c'était une bicoque délabrée dont Pierre avait hérité il y a des années. Un endroit si délabré que nous n'avions même jamais envisagé de le réparer. C'était une ruine, pas une maison. J'ai regardé Chloé, mais son visage était un masque de calme. Puis, le notaire a continué sa voix stable et impersonnelle, livrant les mots qui allaient faire exploser ma vie. À ma fille bien-aimée Chloé, a-t-il lu « Je lègue la maison familiale de la rue des Tilleuls », tous les comptes en banque, les investissements et la somme totale de 6 millions d'euros. L'air a quitté mes poumons dans un souffle silencieux. 6 millions d'euros, la maison que j'avais peinte, nettoyée et remplie d'amour pendant 25 ans. Chaque centime que nous avions économisé, chaque investissement que nous avions nourri, tout lui revenait. Et moi, j'obtenais une cabane pourrissante dans les bois. Il doit y avoir une erreur, ai-je balbutié ma voix un filet de son dans la pièce étouffante. Chloé s'est alors tournée vers moi et le sourire qu'elle m'a offert était la chose la plus froide que j'ai jamais vue. Il n'y a pas d'erreur, maman, dit-elle, sa voix lisse comme du verre. Papa savait ce qu'il faisait. Je pensais faire ce qu'il fallait en gardant le silence, en essayant de maintenir la paix. Je n'avais aucune idée que cela détruirait tout. Le trajet de retour à la maison fut un brouillard de soleil cruel et de silence suffocant. Chloé conduisait les jointures de ses doigts blanches sur le volant de sa berline allemande. La satisfaction qui émanait d'elle était une chose physique, une chaleur qui remplissait le petit espace entre nous. Je n'arrêtais pas de repasser les mots du notaire dans ma tête, cherchant une faille, une explication, n'importe quoi qui donnerait un sens à cette trahison. Mais il n'y avait rien. Nous sommes arrivés à la maison. Sa maison. Je me suis corrigée avec une nouvelle vague de nausées. La vue familière des rosiers que j'avais plantés près de la porte m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner machinalement. Mes mains bougeaient en pilote automatique, coupant des légumes sur la même planche à découper que j'utilisais depuis des décennies. La normalité de cet acte était une pilule amère à avaler. C'est alors que Chloé a finalement rompu le silence. « Maman, dit-elle appuyée contre l'encadrement de la porte de la cuisine, un verre de vin cher à la main. Nous devons parler de l'organisation. » J'ai posé le couteau, ma main tremblant légèrement. « Quelle organisation ?» ai-je demandé, la voix creuse. « Eh bien, dit-elle en prenant une lente gorgée de son vin, c'est ma maison maintenant, et franchement, je pense qu'il est temps pour toi d'avoir ton propre espace. » Je l'ai dévisagé, mon esprit refusant d'assimiler ces mots. Chloé, c'est ma maison depuis 25 ans. C'est ici que je t'ai élevée, où j'ai construit une vie avec ton père. Son expression s'est durcie. Papa n'est plus là, dit-elle, la voix tranchante et froide. Et cette maison est à moi, tu as la cabane. Les mots flottaient dans l'air lourd et empoisonné.
La cabane n'a pas d'électricité, Chloé, ai-je murmuré, la réalité de ma situation s'abattant sur moi. Il n'y a pas l'eau courante, le toit s'effondre. Elle a simplement haussé les épaules, un geste dédaigneux et négligent qui m'a brisé le cœur une nouvelle fois. Alors il faudra la réparer, n'est-ce pas? Elle s'est décollée de l'encadrement de la porte et s'est approchée ses talons calaquant sur le carrelage. Écoute, je ne veux pas que ça devienne désagréable. Je te donne une semaine pour faire tes affaires. Une semaine pour démanteler toute une vie. Je ne savais pas encore que cette conversation serait la dernière conversation normale que nous aurions jamais. J'avais l'impression d'avoir été giflée. La brûlure de la gifle résonnait dans un sifflement soudain dans mes oreilles. Une semaine, a-t-elle répété, puis un sourire glacial s'est étalé sur son visage. Considère ça comme une opportunité d'indépendance, maman. Tu as toujours dit que tu voulais plus de temps pour toi. La cruauté de la chose était à couper le souffle. Elle retournait mes propres mots, mes rêves passés d'avoir un petit hobby ou de prendre un cours en une justification pour me jeter dehors comme un déchet. Les 7 jours suivants se sont écoulés dans un brouillard d'incrédulité et de profond chagrin. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme emballant ma vie dans 2 valises usées et une poignée de cartons. Des photos de famille au visage souriant qui semblaient maintenant se moquer de moi. Des vêtements qui portaient de l'odeur d'une vie qui n'était plus la mienne. Les quelques babioles personnelles qui avaient une valeur sentimentale. Chloé surveillait chacun de mes mouvements, ses yeux de faucon, s'assurant que je ne prenais rien qu'elle considérait désormais comme sien. Quand j'ai tendu la main vers le service en porcelaine de Limoges, que ma propre mère m'avait offert en cadeau de mariage, elle s'est interposé son langage corporel, formant un mur solide. « Ça venait avec la maison », dit-elle la voix plate. « C'était à ma mère Chloé. »« Et maintenant, ça fait partie de mon héritage », a-t-elle répliqué sans la moindre trace d'émotion. Le dernier jour, alors que je luttais pour charger mes valises dans le coffre de ma vieille Clio. Chloé s'est sortie de la maison. Elle portait une nouvelle robe de couturier ornée de bijoux qui scintillaient au soleil de l'après-midi. Des pièces que je n'avais jamais vues auparavant, sans doute achetées avec sa nouvelle richesse. « J'espère que tu comprends que ce n'est pas personnel, maman, » dit-elle son ton dégoulinant d'une fausse sincérité. Papa avait évidemment ses raisons de faire ça. Mais j'ai enfin retrouvé ma voix bien qu'elle se soit brisée sous le poids de ma douleur. Et quelles étaient ces raisons selon toi? Ai-je demandé, ayant besoin de comprendre, besoin d'un morceau de logique auquel me raccrocher dans les décombres. Chloé s'est approchée, et pendant un instant fugace et insensé, j'ai cru voir une lueur de la petite fille que j'avais élevée un soupçon de compassion. Mais cela a disparu aussi vite que c'était apparu remplacé par une expression d'acier pur. Peut-être qu'il a enfin réalisé que tu as toujours été un fardeau, dit-elle, ces mots me frappant comme des coups physiques, toujours dépendante de lui, ne contribuant jamais vraiment. Peut-être oui, c'est qu'il voulait s'assurer que moi, qui ai réellement fait quelque chose de ma vie, j'obtienne ce que je méritais. Ce qui s'est passé le lendemain matin me fait encore trembler la main. L'accusation flottait dans l'air si incroyablement cruelle que je ne pouvais plus respirer. Chloé, j'ai sacrifié ma carrière pour t'élever. Ai-je lâché, les souvenirs de mes rêves reportés m'envahissant? J'ai quitté mon travail pour être mère au foyer parce que toi et ton père le vouliez ainsi. Ah mais son... Elle a ricané, un son bref et laid. Personne ne t'a forcé à faire quoi que ce soit, maman. C'était tes choix. Il n'y avait aucun remords, aucune empathie, juste la finalité froide et dure de son jugement. Les mains tremblant si fort que je pouvais à peine saisir le volant. Je suis montée dans ma voiture. Chloé se tenait dans l'allée, une silhouette triomphante devant la maison que j'avais perdue, me regardant m'éloigner jusqu'à ce que je ne sois plus qu'un point dans son rétroviseur. Quand je suis enfin arrivée à la cabane du chemin de la Pinède, le soleil saignait à l'horizon peignant le ciel de nuances oranges et violettes qui semblaient une blague cruelle. La cabane avait l'air encore pire que dans mes souvenirs. La peinture écaillée pendait des murs comme une peau brûlée par le soleil. Plusieurs fenêtres étaient brisées et les marches du porche s'affaissaient si dangereusement que j'avais peur d'y mettre mon poids. Mais c'était tout ce que j'avais. Cette première nuit fut la plus longue de ma vie. J'étais allongée sur le sol poussiéreux, enveloppée dans une vieille couverture trouvée dans un placard à regarder les étoiles à travers un trou béant dans le toit.
Les larmes coulaient sur mon visage chaude et silencieuse, s'imprégnant dans la laine rêche. J'ai pleuré la perte de mon mari, la perte de ma maison, mais par-dessus tout la perte de la fille que je pensais connaître. Comment cette adorable petite fille, qui m'apportait des fleurs sauvages et me dessinait des images de travers, était-elle devenue cette étrangère froide et d'impitoyable? Comment l'amour avait-il pu tourner en un tel mépris? Les bois silencieux ne semblaient offrir aucune réponse. Mais au fil des heures, alors que les larmes séchaient enfin sur mes joues, quelque chose a changé en moi. C'était une petite étincelle enfouie profondément sous les couches de chagrin et de choc. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus dur. C'était de la détermination. Si Chloé pensait que j'allais simplement m'allonger et me briser, si elle pensait que c'était la fin de mon histoire, elle avait complètement tort. Et puis j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Les premières semaines dans cette cabane délabrée ont été une leçon brutale de survie. J'étais une femme de 56 ans qui avait passé les 3 dernières décennies dans le confort d'une banlieue pavillonnaire. Et maintenant, je vivais comme une pionnière, sans électricité. Mes nuits étaient régies par la lumière vacillante de bougies bon marché et les piles déclinantes d'une vieille lampe de poche trouvée dans un tiroir poussiéreux. Sans eau courante, mes journées étaient définies par le pénible demi-kilomètre de marche jusqu'à un vieux puits à pompe manuel. Je ramenais des seaux d'eau qui semblaient de devenir plus lourds à chaque voyage. Mes mains, autrefois douces après des années de tâches ménagères, n'étaient de plus qu'un amas d'ampoules de coupure et de callosité. L'épreuve physique était immense, mais ce n'était rien comparé à l'agonie émotionnelle. Chloé n'avait pas seulement pris ma maison, elle avait lancé une campagne systématique pour détruire ma vie. Les appels téléphoniques ont commencé environ une semaine plus tard. D'abord, ce fut ma sœur Sylvie. Sa voix était tendue, distante. « Martine, est-ce que c'est vrai ce que Chloé raconte ?» a-t-elle demandé sans préambule. Une peur froide s'est insinuée dans mes os. « Que raconte-t-elle Sylvie » ai-je demandé, bien qu'une partie de moi savait déjà que la réponse serait un mensonge. « Elle dit que tu as attaqué le notaire quand le testament a été lu, » a dit Sylvie, sa voix chargée d'accusations. « Que tu as crié et fait une scène terrible parce que papa ne t'a pas laissé tout l'argent. » Le téléphone me semblait peser 1 tonne dans ma main. « Sylvie, c'est complètement faux, » ai-je dit la voix tremblante. « Jamais Tu sais que je ne ferai jamais ça. » Elle dit aussi, a continué Sylvie, ignorant mon démenti, que tu l'as harcelée, que tu lui demandais de l'argent, que tu menaçais d'engager un avocat pour contester le testament. Les mensonges étaient si audacieux, si complètement fabriqués que j'en suis restée sans voix un instant. « C'est un mensonge !» ai-je finalement réussi à dire, ma voix se brisant. « Sylvie, je suis ta sœur. Tu me connais mieux que ça. » Il y eut un long et douloureux silence à l'autre bout du fil. « Je ne sais plus quoi penser, Martine, » dit-elle enfin, sa voix froide et détachée. Chloé avait l'air très bouleversée quand elle a appelé. Elle a dit qu'elle avait peur de toi. En y repensant maintenant, je peux voir tous les signes avant-coureurs que j'avais manqués. Après avoir raccroché, je me suis laissée glisser le long du mur rugueux de la cabane et je me suis assise sur le plancher en bois pourri pleurant jusqu'à ce que mon corps soit endolori et que plus aucune larme ne vienne. Chloé ne se contentait pas de mon exil. Elle empoisonnait chaque puits, coupant chaque lien que j'avais avec mon ancienne vie. Elle était en train de m'effacer. Le lendemain, ma belle-sœur Monique a appelé pour annuler notre traditionnel déjeuner du vendredi, un rendez-vous que nous avions depuis 15 ans. « Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes du temps pour toi, Martine, » dit-elle, sa voix pleine d'une pitié qui me semblait pire que la colère, « pour réfléchir aux choses. » Puis ce fut ma cousine Nathalie, une femme qui avait été comme une sœur pour moi depuis l'enfance. « Chloé dit que tu bois beaucoup depuis la mort de Pierre, » dit-elle, son ton un mélange d'inquiétude et de jugement. « Peut-être que tu devrais chercher de l'aide, Martine. Il est chiant. Il me chante dans ma vanne. » Chaque appel était un nouveau clou dans le cercueil de ma réputation. Chloé, avec sa précision d'avocate, construisait un récit brique par brique, me dépeignant comme une veuve avide, instable et vindicative, incapable d'accepter les dernières volontés de son mari. Elle m'isolait, s'assurant que personne n'écouterait ma version de l'histoire, que personne ne m'offrirait aide ou réconfort. Environ 1 semaine après le début des appels, elle s'est présentée à la cabane elle-même. Elle est arrivée dans une BMW, rouge vif, flambant neuve, une voiture qui coûtait plus cher que toutes mes économies, ne l'aurait jamais été avant le testament.
Elle est sortie vêtue d'un manteau luxueux qui coûtait probablement plus cher que ma propre voiture. Salut maman, dit-elle, un faux sourire cassant plaqué sur son visage. Je viens juste voir comment tu t'installes. Bien, ça pense que ça m'aide à tomber d'aller. Je l'ai regardé à travers la moustiquaire déchirée de la porte de la cabane, l'injustice de tout cela me brûlant la poitrine. Que veux-tu, Chloé? Ai-je demandé la voix plate. Quoi? Je ne peux pas rendre visite à ma propre mère. Elle a ri d'un rire creux et grinçant. Elle a laissé son regard errer sur la structure délabrée, sa lèvre se retroussant de dégoût. Waouh! Cet endroit est vraiment un taudis, n'est-ce pas? Regarde ces fenêtres cassées et ce toit. Mon Dieu, tu vis vraiment là-dedans? Je n'ai pas le choix, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Eh bien, j'imagine qu'il va falloir que tu t'y fasses, a-t-elle lancé joyeusement. Elle s'est approchée de la porte, baissant la voix à un murmure de conspiratrice. Tu sais, maman, j'ai parlé de toi à la famille. Mon estomac s'est noué en un nœud serré et douloureux. Qu'est-ce que tu leur as raconté? Juste la vérité, dit-elle avec un haussement d'épaule, l'image de l'innocence. Qu'est-ce que tu es très amère depuis la lecture du testament, que tu n'arrives pas à accepter les décisions de papa, que tu as fait des commentaires très méchants à mon sujet. Chloé, ce n'est pas vrai, et tu le sais. L'injustice était suffocante. Elle a de nouveau haussé les épaules. La perception est la réalité, maman. Et en ce moment, la perception est que tu ne gères pas bien ton deuil. Basta, maman. Elle s'est retournée pour regagner sa voiture rouge rutilante, puis s'est arrêtée et a regardé par-dessus son épaule. Un dernier coup de Jarnac. Oh, son... Ah, et maman, Sylvie a mentionné que tu pourrais essayer de contester le testament. Juste pour que tu saches, papa a travaillé avec le meilleur avocat de la région. Tout est légalement blindé. Si tu tentes quoi que ce soit, tu finiras avec encore moins que ce que tu as maintenant. Ce qui était bien sûr rien. Ce qui s'est passé ensuite allait changer tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Après qu'elle soit partie laissant un nuage de poussière dans son sillage, je suis restée dans cette embrasure de porte cassée pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Le poids total de ma situation s'est abattu sur moi. J'avais perdu ma maison, ma sécurité financière et maintenant, grâce à la cruauté calculée de Chloé, j'avais perdu ma famille et ma réputation. J'étais complètement et totalement seule. Cette nuit-là, alors que j'essayais de rafistoler l'une des fenêtres brisées avec un morceau de carton et du ruban adhésif que j'avais trouvé, mon esprit est revenu sur les 25 dernières années. Avais-je été une si mauvaise mère, une si mauvaise épouse? Était-ce, d'une manière ou d'une autre, de ma faute? Je me suis souvenue de Chloé à 8 ans atteinte d'une grave pneumonie. J'avais passé 3 nuits d'affilée à l'hôpital dormant sur une chaise en plastique dure à son chevet, lui tenant la petite main, lui murmurant des histoires, jusqu'à ce qu'elle tombe dans un sommeil agité. Je me suis souvenue de chaque pièce de théâtre de l'école, de chaque exposé de sciences naturelles pour lequel je l'avais aidée, de chaque longue nuit où j'étais restée éveillée à attendre d'entendre sa clé dans la porte quand elle était adolescente. Je me suis souvenue de la fois où Pierre avait perdu son travail au début des années 90 pendant la crise. Sans la moindre hésitation, j'avais repris le travail comme secrétaire, acceptant n'importe quel horaire pour maintenir notre famille à flot, pour m'assurer que Chloé n'ait jamais à s'inquiéter. Et je me suis souvenue d'avoir quitté ce travail tout aussi rapidement quand Pierre en avait trouvé un meilleur parce qu'il avait dit qu'il était important que quelqu'un soit à la maison pour Chloé. Tout cela n'avait-il rien signifié pour lui? Cela n'avait-il rien signifié pour elle? Apparemment non. Mon seul réconfort est venu 2 semaines après mon emménagement sous la forme de mon plus proche voisin, Monsieur Bernard. C'était un homme âgé avec des yeux bienveillants et des mains calleuses. Un homme qui connaissait mon mari depuis des années. Il s'est présenté un matin avec un panier de légumes frais de son jardin. « Martine, dit-il en tortillant sa casquette usée entre ses mains, je suis tellement désolée pour Pierre. Et je suis encore plus désolée de ce qui vous arrive maintenant. Merci, Monsieur Bernard, ai-je dit, la voix épaisse de larmes non versées. J'ai vécu ici pendant 40 ans, a-t-il continué, son regard balayant la terre. Et je connais la valeur de cette terre. Votre mari était un homme intelligent, Martine. Un homme très intelligent. À l'époque, je n'ai pas compris la signification de ces mots, mais ils me sont restés. Une petite graine de curiosité plantée dans le sol aride de mon désespoir. À la fin de mon 2e mois dans la cabane, j'avais perdu 7 kilos que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Mes mains,
était rêche et balafrée. Mes cheveux avaient perdu leur éclat et de nouvelles rides de chagrin et d'inquiétude s'étaient gravées autour de mes yeux. Mais quelque chose d'autre avait changé aussi. Il y avait une nouvelle dureté dans mon regard, une résilience forgée dans les feux de la trahison et de l'épreuve. Un matin, alors que je balayais les débris du porche affaissé, mon balai a heurté quelque chose de solide niché sous une lame de plancher desserrée. Je me suis agenouillée et j'ai réussi à libérer la planche. Là, partiellement enterrée dans la terre humide, se trouvait une clé. Elle ne ressemblait à aucune clé que j'avais jamais vue lourde ornée et faite d'un laiton foncé et terni. Je l'ai tenue dans la paume de ma main, le métal froid contre ma peau. Elle était finement ouvragée avec de petits symboles étranges gravés sur sa longueur. Dans une cabane où je pensais connaître chaque recoin cassé et chaque secret poussiéreux, j'avais trouvé quelque chose de complètement nouveau. Cette nuit-là, alors que les bougies projetaient des ombres vacillantes sur les murs et que le bruit du vent bruissait dans les arbres à l'extérieur, j'ai examiné la clé de plus près. Il y avait quelque chose en elle, un sentiment d'importance que je ne pouvais expliquer. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une lueur d'autre chose que du chagrin et du désespoir. C'était de la curiosité. Et sous cette curiosité, une fragile et dangereuse graine d'espoir a commencé à germer. Je ne le savais pas encore, mais cette petite clé ternie était sur le point de déverrouiller non seulement une porte, mais un avenir que je n'aurais jamais pu imaginer, et une leçon pour Chloé qu'elle n'aurait jamais vue venir. Mon obsession pour cette étrange clé ornée est devenue le point central de mon existence solitaire. C'était un mystère tangible dans une vie qui était devenue un cycle monotone de survie. Je la portais partout avec moi, son poids, une présence constante et rassurante dans ma poche, alors que je ramassais du bois de chauffage, que j'allais chercher de l'eau au huy, et que j'essayais de colmater les fuites apparemment sans fin du toit de la cabane. Chaque nuit, à la lumière vacillante des bougies, j'étudiais son design complexe, traçant du doigt les minuscules symboles étranges. Ils me semblaient vaguement familiers, comme quelque chose d'un rêve dont je ne pouvais pas tout à fait me souvenir. Le métal lui-même était particulier, plus lourd et plus sombre que le laiton ordinaire, avec un étrange éclat mat. Après 4 jours de spéculation infructueuse, j'ai décidé qu'une approche plus systématique s'imposait. Durant les premiers mois de mon exil, j'avais été trop consumée par l'effort pur de rester au chaud et de me nourrir pour vraiment explorer les recoins cachés de la cabane. Maintenant, armée d'un but, j'ai commencé ma recherche de la serrure à laquelle appartenait cette mystérieuse clé. J'ai commencé par le seul endroit que j'avais activement évité, la cave. C'était un espace sombre, humide et infesté d'araignées qui sentaient le moisi et la terre. Prenant une profonde inspiration et rassemblant mon courage, je me suis armée de ma fidèle lampe de poche et j'ai descendu les escaliers en bois grinçant. Chaque marche gémissait en signe de protestation sous mon poids. La cave était plus grande que je ne l'avais prévu, un espace caverneux qui s'étendait sous toute la cabane. Les murs étaient faits de pierres brutes non polies, et le sol n'était que de la terre battue. Dans un coin, il y avait une pile de boîtes poussiéreuses et pourrissantes. Dans un autre, de vieux outils rouillés pendaient à des crochets sur le mur, tels des squelettes oubliés. J'ai balayé le faisceau de ma lampe de poche sur le mur du fond, derrière une vieille étagère branlante. Et c'est là que je l'ai vue. Une petite porte en métal encastrée profondément dans le mur de pierre, presque entièrement cachée à la vue. Mon cœur s'est mis à battre la chamade contre mes côtes, un rythme frénétique et plein d'espoir. Je me suis glissée derrière les étagères, le faisceau de ma lampe tremblant. La porte avait une petite serrure ornée et incrustée dans le métal tout autour se trouvaient les mêmes symboles qui étaient gravés sur ma clé. Avec des mains qui tremblaient de façon incontrôlable, j'ai sorti la clé de ma poche. Elle a glissé dans la serrure avec une douceur qui défiait les années de rouille et de négligence. Je l'ai tournée et avec un clic doux et satisfaisant, la serrure s'est déverrouillée. La lourde porte s'est ouverte vers l'intérieur, révélant un petit espace sombre comme un coffre-fort construit directement dans les fondations de la cabane. À l'intérieur, reposant sur une étagère en pierre, se trouvait une épaisse enveloppe Kraft et une petite boîte en métal plus lourde. Mon cœur battait la chamade, mélange de peur et d'anticipation folle. J'ai soigneusement soulevé les 2 objets et je les ai remontés par les escaliers grinçants de retour dans la pénombre de la cabane. Je me suis assise sur le sol et j'ai d'abord ouvert l'enveloppe.
Elle était remplie de documents juridiques de titres de propriété, de cartes topographiques de la région environnante et de papiers à l'allure officielle ornés de sceaux de l'État. Au début, le jargon technique était déroutant, mais alors que je les lisais péniblement, en utilisant une petite loupe que j'avais trouvée dans un tiroir, l'incroyable vérité a commencé à se faire jour. Ces papiers, elles n'étaient pas pour la petite parcelle de terrain de la cabane, c'étaient les droits miniers et d'exploitation pour l'ensemble de la propriété, les 200 hectares de forêt qui s'étendaient profondément dans les collines environnantes. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. La famille Haut de Pierre possédait ces droits depuis des générations, depuis les années 1920. Mais ce n'était pas le plus choquant. À l'intérieur se trouvait un récent rapport d'études géologiques daté de juste 2 ans avant la mort de Pierre. Le rapport détaillait d'importants gisements de quartz de haute qualité et, chose incroyable, de potentielles veines de pierres semi-précieuses de valeur. Mais c'est la dernière page qui m'a fait halter. C'était une offre d'achat formelle d'une société minière pour les droits d'extraction. L'offre était de 5 millions d'euros. L'offre avait été faite juste 6 mois avant la mort de Pierre. Dans la marge de son écriture familière et stable, Pierre avait griffonné une petite note. « J'attendrai le bon moment. » Alors que mon monde basculait sur son axe, j'ai attrapé la petite boîte en métal. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine actionner le loquet. À l'intérieur, nichée sur un lit de velours décoloré, se trouvait une unique enveloppe cachetée, portant mon nom, Martine, écrit de la main de Pierre. « Ma très chère Martine », commençait la lettre. « Si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé ce que je t'ai laissé. J'espère que Chloé n'a pas été trop cruelle, mais connaissant sa nature, elle l'a probablement été. » J'ai dû faire une pause, essuyant les larmes qui brouillaient déjà ces mots. « Je sais que tu dois te demander pourquoi j'ai fait les choses de cette façon, » continuait la lettre. « Pourquoi j'ai donné la maison et l'argent à Chloé en te laissant cette cabane qui semble si sans valeur. La réponse est simple. Je te connais, Martine. Je connais ta force, ta résilience, ta capacité à survivre et à t'épanouir, même dans les circonstances les plus difficiles. Chloé n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans sa vie. Nous lui avons tout donné sur un plateau d'argent et j'ai bien peur que cela l'ait transformée en quelqu'un que je ne reconnais pas. Quelqu'un d'avide et de manipulateur sans réelle compassion pour les autres. Si je t'avais tout laissé directement, elle aurait trouvé un moyen de te le prendre légalement ou autrement. Je respirais par petites bouffées saccadées, maintenant mon esprit tourbillonnant. Mais toi, mon amour, tu as quelque chose que Chloé n'aura jamais. Une vraie force intérieure. Je savais que si quelqu'un pouvait survivre dans cette cabane assez longtemps, pour trouver ce trésor, ce serait toi. Considère cela comme un test final, un test que Chloé n'aurait jamais réussi. Les droits miniers de cette propriété valent bien plus que la maison et l'argent que j'ai laissé à Chloé. Mais plus que cela, ils sont ta liberté, ton indépendance, ta chance de vivre le reste de ta vie selon tes propres termes, sans dépendre de personne. Il y a d'autres documents dans une boîte de dépôt de garantie à la banque enregistrée à ton nom. Le numéro de la boîte est au dos de cette lettre. Utilise-les sagement. Je t'ai aimée pendant toutes nos années ensemble, Martine. Je suis désolée d'avoir eu à te faire subir cette épreuve, mais je savais que tu étais assez forte pour la surmonter. Maintenant, vis. Vis pour nous deux. Au bas de la lettre se trouvait un post-scriptum. C'était un chèque de banque libellé à mon nom d'un montant de 247 000 euros. En dessous, il avait écrit « Pour te mettre le pied loin à l'étrier ». J'ai retourné la lettre. Au dos, en chiffres nets et précis, était écrit « Boîte de dépôt de garantie 247 ». Je suis restée assise là sur le sol poussiéreux de cette cabane en ruine pendant ce qui m'a semblé être une éternité. La lettre serrée dans ma main, relisant les mots de Pierre encore et encore. Tout ce cauchemar, le testament cruel, l'humiliation publique, l'exil, tout cela faisait partie de son plan complexe et déchirant. Un plan pour me protéger, me tester et finalement me libérer. Il connaissait si bien le caractère de notre fille qu'il avait pu prédire sa cruauté. Et il connaissait si bien ma force qu'il avait parié tout mon avenir dessus. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas abandonnée ou trahie. Je ressentais une puissance dont j'avais oublié l'existence. Chloé pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'elle m'avait brisée.
Elle n'avait aucune idée que sa propre avidité venait de lui coûter une fortune et que sa mère, pauvre vieille femme, était sur le point de devenir la personne la plus puissante qu'elle ait jamais connue. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'en ville l'esprit tourbillonnant des mots de Pierre et des possibilités qui s'offraient désormais à moi. À la banque, j'ai présenté ma carte d'identité et la clé de la boîte de dépôt de garantie 247. Le jeune employé m'a conduite dans la chambre forte, un lieu de silence feutré et d'acier froid. À l'intérieur de la boîte, comme la lettre de Pierre l'avait promis, se trouvaient d'autres documents. Il y avait des rapports géologiques mis à jour encore plus détaillés que les premiers et un épais dossier de correspondance avec 3 sociétés minières différentes. Toutes exprimaient un vif intérêt pour les droits d'extraction. L'offre la plus récente, datée d'une semaine seulement avant le décès de Pierre, s'élevait à 7 millions d'euros. En retournant à la cabane, la pure brillance du plan de Pierre m'a laissé sans voix. Il avait vu la noirceur en Chloé bien avant que je n'ai voulu l'admettre. Il avait compris que lui donner des actifs liquides, de l'argent, une maison, c'était comme tendre une allumette à une enfant. Elle flamberait toute avec une imprudence impulsive et téméraire. Mais la terre, les droits mines, c'était la vraie richesse durable, un héritage qui exigeait de la patience, de la sagesse et de la résilience pour être déverrouillé. C'était un trésor qu'elle n'aurait jamais eu la force de trouver. J'ai pensé à elle à ce moment-là, probablement en train de se prélasser dans la maison qui avait été la mienne, dépensant l'argent de mon mari en luxes éphémères, complètement inconsciente du fait que sa mère, la femme qu'elle avait rejetée comme un fardeau et chassée comme un déchet, était maintenant discrètement multimillionnaire. Mais je savais que ce n'était pas le moment pour une grande révélation. C'était le moment pour la stratégie. Pierre avait été méticuleux dans sa planification et je lui devais ainsi qu'à moi-même d'être tout aussi prudente dans mon exécution. Ma première étape fut de trouver un avocat, mais pas un de notre ville. J'avais besoin de quelqu'un qui ne connaissait pas Chloé, quelqu'un qui ne pouvait pas être influencé par elle. J'ai trouvé Maître Vallée dans la ville voisine, un avocat plus âgé à la retraite partielle, spécialisé dans les droits miniers et les transactions foncières. Quand j'ai étalé les documents sur son bureau en acajou poussiéreux, ses yeux magnifiés par ses épaisses lunettes se sont illuminés d'une curiosité professionnelle. « Madame Martin », dit-il sa voix un grondement sourd de respect. « C'est extraordinaire. Votre mari avait une documentation impeccable. Ses droits miniers sont complètement légitimes et entièrement distincts de toute autre partie de sa succession. » Une vague de soulagement m'a envahie. Donc, ma fille n'a aucune revendication sur eux. Absolument aucune, a-t-il confirmé. Ils sont à votre nom et à votre nom seul. Ils ne peuvent pas être contestés. Il a souri. Quant à ces offres des sociétés minières, elles sont très légitimes. Cependant, il s'est penché en avant. Avant de prendre une décision, je vous recommande fortement de commander une nouvelle évaluation géologique indépendante. Les prix du marché pour les pierres semi-précieuses et en particulier la tourmaline ont considérablement augmenté ces 2 dernières années. L'offre de 7 millions d'euros de votre mari pourrait maintenant être un point de départ conservateur. Suivant son conseil, j'ai engagé le professeur Lambert, un géologue indépendant dont la passion pour les roches et les minéraux était contagieuse. Pendant 3 jours, je l'ai regardé lui et sa petite équipe arpenter mes 200 hectares. Ils utilisaient des équipements sophistiqués pour prélever des échantillons et effectuer des mesures. Pendant qu'ils travaillaient, je maintenais ma façade. J'ai continué ma routine quotidienne d'aller chercher de l'eau et de ramasser du bois, m'assurant que pour tout observateur occasionnel, j'étais toujours la pauvre femme abandonnée, luttant pour survivre. Pendant ce temps, j'ai commencé à prêter une attention plus particulière aux activités de Chloé. Dans une petite ville, les informations circulent comme de l'eau et il ne m'a pas fallu longtemps pour avoir une image claire de sa nouvelle vie. Cette Chloé Martin dépense l'argent comme s'il allait disparaître, m'a marmonné Madame Pivot, la principale commère de la ville, dans la file d'attente au bureau de poste. Elle a acheté 3 nouvelles voitures le mois dernier. 3. Son amie a renchéri. Et ce voyage qu'elle prépare en Europe, 2 mois dans les meilleurs hôtels, ça doit lui coûter une fortune absolue. J'écoutais feignant une légère surprise, mais à l'intérieur, un froid sentiment de validation grandissait. Chloé se comportait exactement comme Pierre l'avait prédit. Une semaine plus tard, le professeur Lambert a livré son rapport. Son sourire était plus large que jamais. « Madame Martin » dit-il contenant à peine son excitation.
Votre propriété n'est pas seulement un lopin de terre, c'est un coffre au trésor. Les gisements de quartz sont étendus. Mais ce n'est même pas la partie la plus excitante. Qu'avez-vous trouvé d'autre? Ai-je demandé, mon cœur commençant à s'emballer. De l'améthyste, dit-il, une quantité importante d'améthyste de qualité gemme, et quelque chose d'encore mieux. De la tourmaline verte. Les spécimens que j'ai trouvés suggèrent que les gisements sont substantiels. Je ne connaissais pas grand-chose aux pierres précieuses, mais l'expression de son visage me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. De quelle valeur parlons-nous, professeur Lambert? Ai-je demandé, la voix stable. Il prit une profonde inspiration. De manière conservatrice, Madame Martin, je dirais que les droits d'extraction pour cette propriété pourraient valoir entre 10 et 15 millions d'euros, peut-être plus selon l'étendue totale de la tourmaline. En 15 millions d'euros, le nombre était si vaste, si bouleversant qu'il semblait à peine réel. Cette nuit-là, assise dans ma cabane, j'ai fait mes propres calculs. D'après les ragots de la ville, Chloé flambait son héritage à une vitesse étonnante. Si mes calculs étaient corrects à son rythme actuel, ces 6 millions d'euros disparaîtraient en moins de 10 ans. Pierre avait eu raison sur toute la ligne. Notre fille possédait l'avidité pour la richesse, mais pas la sagesse pour la gérer. Mais moi si. Et alors que les bougies vacillaient, projetant de longues ombres sur les murs de la cabane, j'ai pris une décision. Le moment était venu de transformer mon héritage en réalité. Mais je le ferais à ma façon, selon mes termes. Chloé aurait sa surprise. Mais d'abord, elle devrait faire face aux conséquences de ses propres choix. J'étais prête à attendre le moment parfait. 6 mois après ce jour fatidique dans le bureau du notaire, ma vie était une étude de contraste. En surface, j'étais toujours Martine Martin, la pauvre veuve vivant dans une cabane délabrée. J'avais discrètement installé un petit système de panneaux solaires pour l'électricité et une pompe pour l'eau courante. Mais de l'extérieur, la cabane restait une image de négligence. C'était une partie cruciale de mon plan. J'avais besoin que Chloé et le reste de la ville continuent à me sous-estimer. En coulisses, cependant, j'étais une femme entièrement différente. Après des négociations minutieuses gérées par Maître Vallée, j'avais vendu les droits miniers à la société minière la plus réputée pour la somme stupéfiante de 12 millions d'euros, avec un contrat qui me garantissait également un pourcentage des redevances futures. L'argent était solidement investi, géré par une équipe de conseillers financiers que Maître Vallée m'avait recommandé. J'avais plus de richesses que je n'aurais jamais pu l'imaginer, mais plus important encore, j'avais repris le contrôle de mon destin. Pendant ce temps, je continuais à surveiller l'implosion lente et prévisible de la vie de Chloé. Le moulin à ragots de la ville était une source constante de mises à jour. Elle a vendu 2 des 3 voitures qu'elle a achetées, m'a informé Madame Pivot un matin au bureau de poste. Et j'ai entendu par ma cousine qui travaille à l'agence de voyage qu'elle a annulé ce grand voyage en Europe. Vraiment, qui c'en est vraiment, ai-je demandé, perfectionnant mon regard de légère surprise compatissante. Ma belle-sœur Monique, qui me parlait à nouveau après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles les histoires de Chloé n'étaient peut-être pas entièrement vraies, a confirmé les rumeurs. Ma sœur travaille à la banque, m'a-t-elle dit autour d'un café. Elle le dit que Chloé est venue presque tous les jours pour essayer d'obtenir plus de prêts. Apparemment, elle est déjà endettée de plus de 200 000 euros. 200 000 euros en seulement 6 mois. L'autodestruction de Chloé se produisait encore plus rapidement que je ne l'avais prévu. La véritable confirmation de sa chute est venue un mardi après-midi, lorsque je l'ai vue à la pharmacie. Elle avait l'air hagarde. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient en désordre et ses vêtements chers étaient froissés. Mais c'étaient ses yeux qui racontaient sur la véritable histoire. Ils avaient le regard frénétique et désespéré d'un animal pris au piège. Je l'ai observée depuis quelques rayons, alors qu'elle parlait au pharmacien d'une voix basse et urgente, achetant des anxiolytiques et des somnifères et demandant si son assurance couvrirait le coût. La femme qui s'était moquée de moi parce que j'étais un fardeau s'effondrait maintenant sous le poids de ses propres choix. Cette nuit-là, alors que je m'asseyais pour un dîner simple mais sain dans ma cabane, désormais confortable, le téléphone a sonné. C'était l'appel que j'attendais. Maman. La voix de Chloé n'était que l'ombre d'elle-même, petite, fragile et dépouillée de toute son arrogance. C'était une voix que je n'avais pas entendue depuis qu'elle était petite fille, effrayée par le monstre sous son lit. « Oh, bonjour Chloé !» ai-je dit, ma propre voix calme et égale. Il y
eut une pause remplie du son de sa respiration tremblante. « Maman, j'ai besoin de te parler. Est-ce que... est-ce que je peux venir te voir ?» J'ai regardé par la fenêtre la silhouette sombre des arbres se découpant sur le ciel crépusculaire, sentant un étrange sentiment de paix s'installer en moi. « Bien sûr, » ai-je dit. « Quand ?»« Maintenant, » a-t-elle murmuré. « C'est urgent. »« D'accord, » ai-je répondu. « Tu sais où me trouver. » 1 heure plus tard, j'ai entendu le bruit d'une voiture tout sautant sur le chemin de terre. Je suis sortie sur le porche et j'ai vu que ce n'était plus la BMW. Rouge rutilante. C'était une vieille berline bosselée et poussiéreuse. Chloé est sortie de la voiture se déplaçant lentement comme si chaque articulation de son corps lui faisait mal. Lorsqu'elle est entrée dans la douce lueur de mon porche, j'ai pu voir qu'elle avait pleuré, son visage bouffi et taché de larmes. « Maman » a-t-elle commencé, sa voix se brisant sur ce seul mot. « J'ai fait de terribles erreurs. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis restée là à la regarder, un flot de souvenirs m'envahissant. De toutes les fois où elle avait couru vers moi avec des genoux écorchés et des jouets cassés, et comment en grandissant ses visites s'étaient arrêtées remplacées par une distance froide. « Tu veux entrer ?» ai-je finalement demandé. Elle a hoché la tête docilement et je l'ai laissée entrer. J'avais déjà mis une bouilloire à chauffer, comme si j'avais su que ce moment était inévitable. Elle s'est effondrée sur la simple chaise en bois, que je lui offrais, ses yeux parcourant la cabane, observant les petits conforts que j'avais ajoutés. « Ce n'est pas aussi terrible que dans mes souvenirs, » a-t-elle marmonné. « Tu as fait des améliorations. »« J'ai fait ce que j'ai pu, » ai-je dit en posant une tasse de thé chaud devant elle. Elle a enroulé ses mains tremblantes autour de la tasse chaude, évitant mon regard. Finalement, elle a levé les yeux, ses propres yeux noyés de larmes. « Maman, j'ai des ennuis. »« De sérieux ennuis. »« Quel genre d'ennuis ?» ai-je demandé en gardant ma voix douce. « D'argent, » a-t-elle murmuré. « Je dois beaucoup d'argent, plus que je ne peux rembourser. Combien ?» 400 000 euros, a-t-elle lâché le nombre flottant dans l'air entre nous. Je pensais que j'avais plus de temps, je pensais que l'argent de papa durerait éternellement. Mais j'ai fait des investissements stupides. J'ai acheté des choses dont je n'avais pas besoin, j'ai juste dépensé sans réfléchir. Je l'ai regardée. Cette femme qui était ma fille et qui était pourtant devenue une étrangère. À cet instant dépouillée de sa richesse et de son arrogance, je pouvais voir une lueur de la fille qu'elle avait été perdue et effrayée. « Et que veux-tu que je fasse ?» ai-je demandé tranquillement. Son visage s'est décomposé. « J'ai besoin de ton aide, maman !» sanglota-t-elle. « Je sais que je ne le mérite pas. Je sais à quel point j'ai été horrible avec toi, mais tu es la seule famille qui me reste. » Pendant une fraction de seconde, mon cœur s'est serré pour elle. C'était mon enfant, le bébé que j'avais bercé pour l'endormir, la petite fille dont j'avais toujours essuyé les larmes. Mais ensuite, les souvenirs des 6 derniers mois sont revenus en force. Les mots froids, l'humiliation publique, le manque total de compassion. « Chloé », ai-je dit, ma voix calme mais ferme, « il y a 6 mois, tu m'as dit d'aller vivre dans ma bauge. Tu m'as appelée « pauvre vieille femme ». Tu m'as chassée de la seule maison que j'ai jamais connue. Chum me tiennait. « Je sais, maman, je sais », a-t-elle murmuré, la tête baissée de honte. « Tu as pris le service en porcelaine de ma mère. Tu m'as dit que je n'avais jamais rien apporté, que j'avais toujours été un fardeau. » Chaque mot était une pierre soigneusement placée, reconstruisant le mur de ma résolution. Je pouvais la voir tressaillir à chaque rappel de sa cruauté. « Et maintenant, » ai-je continué, « tu viens ici dans cet endroit que tu considérais comme un taudis, demander de l'aide, à moi la femme que tu as jetée. Dis-moi, Chloé, qu'est-ce qui a changé? Suis-je soudainement redevenue une bonne mère parce que tu as besoin de mon argent? »« Non, maman, ce n'est pas ça, » a-t-elle insisté, levant les yeux vers moi, ses yeux suppliants. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai réalisé ce que j'ai fait. J'ai vu comment j'ai traité la seule personne au monde qui m'ait toujours aimée inconditionnellement. Ces mots semblaient sincères. Une partie de moi, la mère en moi, voulait désespérément y croire, mais l'autre partie, la femme qui avait dormi sur un sol froid et s'était endormie, en pleurant nuit après nuit, savait qu'un véritable repentir exigeait plus que de simples mots désespérés. « Sais-tu ce que j'ai appris en vivant ici, Chloé ?» ai-je demandé, ma voix douce mais inflexible. « J'ai appris que je pouvais survivre sans toi.
J'ai appris que je n'ai besoin de l'approbation de personne pour avoir de la valeur, et j'ai appris que parfois les personnes qui nous blessent encore le plus sont celles-là même que nous aimons le plus. S'il te plaît, maman, a-t-elle supplié, je te rembourserai chaque centime avec intérêt, dès que je serai de nouveau sur pied. Avec quel argent me rembourseras-tu? Ai-je demandé la question tranchante et pratique. D'après ce que j'ai entendu, ton héritage a presque disparu. Si tu n'as pas pu gérer 6 millions d'euros, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux rembourser une dette de 400 000 euros? Elle n'avait pas de réponse. Nous le savions toutes les deux. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant dans l'obscurité impénétrable de la forêt. Pendant des mois, j'avais fantasmé sur ce moment. Dans mes rêveries, j'étais impitoyable, lui renvoyant ses propres mots cruels au visage. Mais maintenant, avec elle assise, ici brisée et désespérée, mes sentiments étaient bien plus complexes. Maman, sa voix n'était qu'un mince filet de désespoir. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais si je n'obtiens pas cet argent, je vais tout perdre. La maison, mon cabinet d'avocat, tout. Je me suis retournée pour lui faire face. Le moment de vérité était enfin arrivé. Je pouvais être la femme qu'elle avait été pour moi, méchante, vieille impitoyable et cruelle. Ou je pouvais être la femme que Pierre croyait que j'étais forte, résiliente et capable d'une pitié qu'elle ne m'avait jamais montrée. Chloé, ai-je dit enfin, ma voix claire et stable, je vais te faire une offre, une seule offre. Ses yeux se sont écarquillés, une lueur d'espoir désespéré s'y allumant. N'importe quoi, maman. Je ferai n'importe quoi. Je me suis permis un petit sourire entendu. Tu n'as pas encore entendu les termes. J'étais assise en face de ma fille, la lumière vacillante des bougies, projetant des ombres dansantes sur son visage, illuminant la peur et l'espoir désespéré dans ses yeux. Le pouvoir dans la pièce avait complètement basculé et pour la première fois depuis très longtemps, je ressentais un calme profond et inébranlable. Voici mes conditions, ai-je commencé ma voix égale et ferme. Je vais te prêter 500 000 euros. Ce sera suffisant pour couvrir tes dettes actuelles et te donner un petit coussin pour repartir à zéro. Sa mâchoire est tombée. Maman, c'est plus que ce que j'ai demandé. J'ai levé la main pour la faire taire. Je n'ai pas fini. C'est un prêt, pas un cadeau. Ce sera à un taux d'intérêt annuel de 5% remboursable en totalité d'ici 10 ans. C'est bien plus généreux que ce que n'importe quelle banque t'offrirait. Elle a hoché la tête avec empressement, les yeux écarquillés. J'accepte, bien sûr, j'accepte. Il y a d'autres conditions, ai-je continué mon regard inflexible. Pendant les 5 prochaines années, tu travailleras pour moi. Tu viendras sur cette propriété chaque samedi de 9 h à 17 h. Tu m'aideras dans toutes les tâches que je t'assignerai. Débroussailler, ranger du bois de chauffage, nettoyer, faire des réparations. Il n'y aura aucune plainte et aucune excuse. J'ai vu une lueur de surprise, de ressentiment traverser son visage, mais elle a été rapidement remplacée par la résignation. Elle a de nouveau hoché la tête. D'accord, maman? Ça m'importe, ça m'a complètement. Et quand tu seras ici, ai-je ajouté, tu me parleras avec respect. Aucune remarque condescendante, aucun ton dédaigneux. Tu me traiteras comme la mère que j'ai toujours été pour toi, pas comme le fardeau que tu avais décidé que j'étais. Oui, maman, a-t-elle murmuré les yeux baissés. Et enfin, ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement, je veux que tu écrives une lettre d'excuse complète et détaillée pour tout ce que tu as fait. Pas seulement pour m'avoir mise à la porte, mais pour les mensonges que tu as racontés à notre famille. Cette lettre n'est pas pour moi, elle est pour toi. Et au prochain repas de Noël de la famille, tu te lèveras et tu liras cette lettre à voix haute devant tout le monde. Sa tête s'est relevée d'un coup, son visage pâle sous le choc. Maman, c'est humiliant. Humiliant, ai-je répété, ma voix se durcissant à nouveau. Tu trouves humiliant de t'excuser pour ce que tu as fait, d'avoir transformé ma propre sœur contre moi, d'avoir dit à notre famille que j'étais instable et avide, d'avoir laissé ta propre mère sans abri pendant que tu vivais dans le luxe. Elle a baissé les yeux vers le sol, la honte colorant ses joues. Non, a-t-elle murmuré. Tu as raison, je le ferai. Bien, ai-je dit en me levant. Alors nous avons un accord. Le lendemain, j'ai transféré l'argent sur son compte. Le samedi matin suivant, elle est arrivée ponctuellement à 9 h, vêtue d'un vieux jean et d'un t-shirt. Elle ressemblait plus à la fille dont je me souvenais de ses années d'université
qu'à l'avocate d'affaires froide qu'elle était devenue. Pendant des mois, une nouvelle routine s'est installée. Chaque samedi, Chloé travaillait ses mains devenant calleuses, son visage rougi par l'effort. Nous avons commencé par des tâches simples, nettoyer le vieil abri de jardin, réparer les marches du porche. Au début, nous travaillions dans un silence tendu, mais lentement, avec hésitation, nous avons recommencé à parler. Un après-midi, alors que nous ramassions des feuilles, elle s'est arrêtée et s'est appuyée sur son râteau. Est-ce que tu me pardonneras un jour, maman a-t-elle demandé la voix basse. Je me suis arrêtée et je l'ai regardée, vraiment regardée. J'ai vu le remords sincère dans ses yeux, l'humilité qu'elle avait apprise à la dure. Le pardon n'est pas un interrupteur qu'on peut actionner, Chloé, ai-je dit honnêtement. C'est quelque chose qui repousse lentement quand il voit un vrai changement. Et tu en as vu a-t-elle demandé. As-tu vu un vrai changement? Oui, ai-je dit. Et je le pensais. J'en ai vu. Mais plus important encore, je pense que tu as commencé à le voir en toi-même. À Noël, cette année-là, fidèle à sa parole, Chloé s'est tenue devant toute notre famille dans le salon de ma sœur Sylvie. D'une voix tremblante, elle a lu sa lettre. Elle n'a épargné aucun détail, admettant chaque mensonge, chaque mot cruel, chaque action égoïste. La pièce était absolument silencieuse. Quand elle a terminé, il y avait des larmes dans les yeux de beaucoup de mes proches. Un par un, ils sont venus me voir m'offrant leurs propres excuses pour avoir jamais douté de moi. C'était le début d'une guérison que je n'aurais jamais cru possible. 1 an après avoir trouvé la clé de Pierre, j'ai décidé qu'il était temps. J'ai acheté une belle maison sur une colline, surplombant la vallée, une maison remplie de lumière et de chaleur. Une maison qui était entièrement et complètement la mienne. Quand Chloé est arrivée à la cabane, pour sa session de travail habituelle du samedi, elle l'a trouvée vide avec un mot sur la porte, lui donnant ma nouvelle adresse. Le regard de choc total sur son visage quand elle est arrivée devant ma nouvelle maison est quelque chose que je n'oublierai jamais. « Maman » balbutia-t-elle en sortant de sa voiture et en fixant la maison élégante. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« C'est chez moi, Chloé » ai-je dit en souriant alors que je la rejoignais sur la terrasse. « Mon vrai chez moi. » Mais comment a-t-elle demandé, son esprit luttant visiblement pour comprendre. L'argent que tu m'as prêté, ta situation financière. Je l'ai laissé entrer dans une cuisine spacieuse et baignée de soleil, et je lui ai versé une tasse de thé. Chloé, ai-je dit doucement, tu te souviens de cette vieille cabane sans valeur où tu m'as envoyé. Elle a hoché la tête, les yeux écarquillés de confusion. Il s'avère que ton père m'a laissé quelque chose de bien plus précieux que la maison ou l'argent. Cette terre, ces 200 hectares, détenait des droits miniers très précieux. Si on a des dans son bétail n'était pas chez ma très précieux. J'ai regardé la compréhension poindre lentement sur son visage, suivi d'un regard de profonde et humble admiration. Tu veux dire, papa savait? Ton père savait exactement ce qu'il faisait, ai-je confirmé. Il savait que tu gaspillerais l'argent liquide, mais il savait aussi que j'aurais la patience et la sagesse de découvrir le vrai trésor qu'il m'avait laissé. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant simplement sa tasse de thé. Finalement, elle a levé les yeux vers moi, son regard clair. « Alors, tu n'as jamais eu besoin de l'argent que je te remboursais ?» dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Tu aurais pu me laisser échouer. »« Oui, » ai-je dit doucement, « j'aurais pu. »« Alors pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Une larme a glissé sur sa joue, mais cette fois, ce n'était pas une larme de désespoir. C'était une larme de gratitude. J'ai tendu la main sur la table et j'ai posé la mienne sur la sienne. « Parce que malgré tout ce qui s'est passé, tu es toujours ma fille, » ai-je dit. Et parce que je croyais que la personne que tu étais existait encore quelque part à l'intérieur de toi. La femme assise en face de moi n'était plus la personne cruelle et arrogante qui m'avait chassée. C'était quelqu'un qui avait été humilié par ses erreurs et qui reconstruisait lentement, péniblement sa vie sur des fondations d'intégrité et de travail acharné. Elle a remboursé son prêt en totalité avec 3 ans d'avance. Elle a reconstruit son cabinet d'avocat avec une nouvelle orientation aidant les familles en crise financière. Mon parcours avait été d'une douleur inimaginable, mais il m'avait conduite à un lieu de force et d'indépendance que je ne soupçonnais pas posséder. J'avais perdu une famille qui me tenait pour acquise, mais j'avais regagné une fille qui avait enfin appris à voir ma vraie valeur. Ce soir-là, alors que j'étais assise sur la terrasse de ma belle nouvelle maison, regardant les lumières scintillantes de la vallée, en contrebas, mon téléphone a sonné. C'était Chloé. « Maman » dit-elle, sa voix chaude et claire.
Je voulais juste te souhaiter une bonne nuit. Et merci. Pourquoi ai-je demandé. De ne pas m'avoir abandonnée, dit-elle doucement, d'avoir vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir moi-même. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le calme de la nuit, une douce brise faisant bruisser les feuilles des arbres autour de moi. Je me sentais plus entière, plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Pierre avait eu raison, j'étais plus forte que quiconque, y compris moi-même, ne l'avait jamais imaginé. Et parfois, le plus grand héritage n'est pas l'argent ou la propriété, mais la découverte que vous avez toujours eu tout ce dont vous aviez vraiment besoin à l'intérieur de vous depuis le début. Si mon histoire vous a touché le cœur, ou si vous avez déjà dû trouver la force de tout recommencer, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Merci d'avoir écouté cette vieille grand-mère.